Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur France Télévisions pour une nouvelle émission que nous consacrons à une figure éminente du bouddhisme, puisqu'il s'agit de l'empereur Ashoka. Né au IIIe siècle avant notre ère et très vénéré encore aujourd'hui, ce roi fut le premier souverain Maurya à avoir pu unifier l'Inde et introduire un code de morale et de discipline très important. Devenu un souverain pacifique, très imprégné par le bouddhisme, il s'est employé à promulguer son idéal de tolérance et de bonne conduite, plus connu sous le nom d'édit de l'empereur Ashoka. Alors, quelle est son histoire passionnante? Qu'en est-il de ces édits qui restent les plus grands témoignages de son règne et de sa personnalité? Quel impact a eu sa conversion au bouddhisme sur sa manière de diriger son empire? Nous retrouvons Véronique Crombé pour en parler. Véronique Crombé, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes bouddhiste dans la tradition Theravada, conférencière de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux, Grand Palais. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Véronique, est-ce que vous pouvez nous dire qui était l'empereur Ashoka? Alors, Ashoka est le troisième et sans conteste le plus grand et le plus puissant des empereurs de la dynastie Maurya. Il règne grosso modo sur le milieu du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. On ne connaît pas ces dates vraiment avec certitude, mais on dira qu'il serait né peut-être dans les années 290, peut-être 99, 98, avant l'ère chrétienne, et que son règne s'étendrait approximativement de 267 ou 264 à 227 avant l'ère chrétienne. Donc effectivement, c'est le premier unificateur de quasiment toute l'Inde. Il n'y a que l'extrême sud qui lui échappe. Et l'Empire Maurya comporte également des zones qui sont sur le territoire du Pakistan et de l'Afghanistan actuel. Donc c'est vraiment un empire absolument immense. C'est également le premier règne pour lequel on a un nombre important de documents historiques fiables écrits, premier témoignage artistique de l'histoire de l'art de l'Inde, et point très important aussi, c'est donc le premier souverain qui opte pour le bouddhisme comme religion personnelle, qui va en être un protecteur zélé, et c'est l'artisan de la première vraie grande expansion du bouddhisme. Alors, on le connaît notamment à travers ses édits. On a beaucoup de traces de ces piliers qui existent en fait à travers l'Inde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit plus particulièrement? Alors, en fait, on a plus que les édits. On a beaucoup d'autres documents aussi. Et ce n'est pas le même Ashoka qu'on va avoir dans les édits et dans d'autres documents. Donc si on peut commencer par les édits sont effectivement des proclamations qui sont gravées sur des colonnes. Certaines sont des créations de l'époque d'Ashoka, d'autres sont des récupérations, et sur des rochers, et qui sont répandues à travers tout le territoire de l'Empire. Ces édits sont dans les dialectes plutôt du nord de l'Inde, qui étaient en usage dans l'Empire, mais il y en a également en araméen, il y en a en grec. Dans l'état actuel des choses, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise agréable, on ne connaît pas d'édit dans une langue dravidienne, mais sait-on jamais, ça peut venir. Une langue dravidienne un jour, plutôt du sud de l'Inde. Okay. Deux écritures qui sont utilisées, la Kharoshthi et la Brahmi, et ces édits sont en fait des proclamations qui vise à expliquer en quelque sorte certains points de la politique du roi. Donc c'est sélectif en fait, c'est les édits, parce que Ashoka veut dire ça à son peuple et uniquement ça. Et puis il y a des choses qu'il ne souhaite peut-être pas dire à son peuple et ça. C'est une véritable communication. C'est exactement, c'est de l'art vraiment. De la communication très poussée. Mais à côté de ces édits, on a également des inscriptions sur d'autres supports qui sont des inscriptions à caractère semi-privé ou spécifique, qui vont mentionner une donation, un pèlerinage, des choses de ce type. Et puis, on a la littérature, notamment dans la littérature bouddhique, où on a dans les récits édifiants qu'on appelle les Avadana, il y a un Ashoka Vadana. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, Ashoka est un modèle pour beaucoup de rois bouddhistes à travers l'Asie, en particulier en Asie du Sud-Est. Et les souverains bouddhistes d'Asie du Sud-Est, l'Ashoka auquel ils se réfèrent, c'est l'Ashoka de l'Ashoka Vadana. C'est pas l'Ashoka des édits. Et puis, dans la littérature du Sri Lanka également, des commentaires historiques, des chroniques historiques du Sri Lanka, des chroniques sur des objets religieux retrouvés au Sri Lanka, des reliques, etc., qui font des mentions à Ashoka. Et là, je vous cite
que les éléments principaux. Il y a beaucoup de traces ailleurs. C'est intéressant de voir qu'il y a autant de sources. Mais est-ce qu'on sait des choses sur sa personnalité? Est-ce que ça nous parle de lui? Alors, l'Ashoka-Vadana, évidemment, on va parler de lui. Certains points, quand même, dans les édits parlent de lui, mais c'est quand même à prendre avec prudence, parce que d'une certaine manière, il y a un peu de propagande dans les édits, et l'Ashoka-Vadana, c'est un Avadana, donc il y a forcément des éléments légendaires, des choses qu'on a gonflées, etc. Et puis, il y a des informations qui sont quand même de deuxième, de troisième ou de quatrième main, donc qui ont été mises par écrit comme assez tard par rapport au règne d'Ashoka. Mais alors, racontez-nous son accession au pouvoir, parce que c'est assez particulier. Alors, absolument. Alors, la dynastie Maurya, pour resituer, est fondée quelque part vers 323 avant l'ère chrétienne par un aventurier aux origines assez obscures que l'on connaît sous le nom de Chandragupta Maurya, qui aurait opté pour le jaïnisme à la fin de son règne. Lui succède Bindusara, sur lequel on ne sait pas grand-chose, et Ashoka est en fait un fils cadet. Donc il n'est pas héritier au trône, bien qu'apparemment fils d'une première reine, mais il y avait déjà un fils né antérieurement qui avait été choisi pour être l'héritier. Donc, dans sa jeunesse, il aurait, d'après certaines sources, été détesté par son père en raison de sa laideur. Néanmoins, il est chargé de missions importantes, donc il doit aller mater des révoltes dans l'Empire. Il va être vice-roi dans plusieurs endroits, et notamment vice-roi d'Ujjain, qui était une région importante de l'Empire. Et pendant cette période-là, il contracte un mariage coutumier avec la fille d'un chef de guilde, avec laquelle il aura 2 enfants qui vont jouer un rôle très important ultérieurement. C'est-à-dire, Véronique Combet? Ce sont 2 enfants qui vont rentrer dans la communauté monastique. En tant qu'il y avait un garçon et une fille, donc moine et nonne, et qui seront appelés à jouer un rôle fondamental dans l'expansion du bouddhisme, puisqu'ils feront partie de ceux qui seront envoyés en mission dans le cadre de l'expansion du bouddhisme plus tard. Alors justement, revenons à cette conversion au bouddhisme d'Ashoka. Comment est-ce que ça se passe? Alors, la conversion, en fait, tout le monde est d'accord sur le fait que Ashoka a choisi le bouddhisme comme religion personnelle. Les bouddhistes considèrent que c'est intervenu après une conquête particulièrement sanglante au Kalinga, qui se situe à peu près sur l'Orissa actuelle. Mais en réalité, quand on va regarder les sources, les raisons sont beaucoup plus variées. Donc, on n'a pas le temps ici de faire tout le détail des différentes versions. On fait essayer de faire une espèce de synthèse. Donc, Ashoka accède au pouvoir alors que ça n'est pas lui l'héritier légitime. Donc, il y a une guerre de succession qui ne s'est pas faite dans la douceur. Et il y a des sources qui se réfèrent à Ashoka pour cette période-là sous le nom de Chanda Ashoka, c'est Ashoka le cruel. Il fait massacrer, donc bien évidemment, l'héritier légitime, toute une partie, sinon la totalité de ses demi-frères. Et il se fait consacrer, sans doute selon les rites brahmaniques, 4 ans seulement après son accession sanglante au pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, on compte en années de règne. Et donc, dès le début de son règne, manifestement, ça fait partie intégrante de la personnalité d'Ashoka de s'intéresser aux traditions religieuses. Oui, d'ailleurs, il sera vraiment... il se battra pour la tolérance. C'est vraiment quelqu'un qui va mettre en avant... Ça, en même temps, ça fait partie de l'idéal du bon roi indien. Ça dépasse Ashoka. C'est l'idéal du roi indien se doit de maintenir la concorde entre toutes les traditions religieuses présentes sur ces États, de les soutenir de manière équitable et de veiller à leur orthodoxie. Donc là, il se place dans la droite ligne d'un souverain indien. Il ne fait qu'accomplir son devoir. Voilà. Alors, sa rencontre avec le bouddhisme aurait été par le biais d'un religieux du nom de Nigroda qui l'aurait très favorablement impressionné par la noblesse de sa tenue, disent certaines sources, etc. Et arrive la 7e année de son règne où il s'interroge, peut-il être considéré comme le pilier du soutien du bouddhisme dans ces États? Et la réponse est non, tant que quelqu'un de son sang ne sera pas rentré dans la communauté sous l'habit religieux. Et c'est à ce moment-là que les 2 enfants dont on a parlé il y a une minute rentrent dans les ordres et deviennent le vénérable Mahinda et la nonne Sangamita. Et c'est la 9e année de son règne seulement, alors que Ashoka est très au fait du bouddhisme, qu'il est un pieux laïque, qui fait des donations à la communauté, qui soutient les moines, aussi etc. pour son œuvre humanitaire. 9e année a lieu la conquête du Kalinga. Donc c'est un roi qui est bouddhiste, qui est parfaitement au courant des choses, mais qui mène quand même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains édits qui présentent cette conquête du Kalinga comme
inévitable. Et ça, c'est très important, ça met le doigt sur le dilemme permanent auquel fait face un roi bouddhiste, parce qu'à la base, on ne peut pas à la fois remplir les devoirs d'un roi et être bouddhiste. Pourtant, il y a des rois bouddhistes. Et donc, alors, très vraisemblablement que les destructions, des massacres qui ont eu lieu pendant cette guerre ont renforcé Ashoka, mais ses devoirs de roi, à l'époque, lui imposaient de mener cette guerre, si on en croit ce qu'indiquent les édits. Alors, il y a un moment qui est absolument incontournable, c'est le conseil de Sangha Paliputra. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Véronique Crombé? Alors, ça se situe en fait dans la lignée de conciles, donc 1 an au maximum après la disparition du Bouddha, un premier concile a été réuni pour mettre en ordre de manière orale les enseignements du Bouddha. Une centaine d'années après, on a des dissensions dans la communauté, ce qui provoque la réunion d'un nouveau concile à Vaishali. Et quelques années seulement après Vaishali, on réunit un premier concile qu'il ne faut pas confondre avec ce que va faire Ashoka ultérieurement. Et ce premier concile de Pataliputra, c'est celui dans lequel on va commencer à avoir des éclatements en sectes à l'intérieur du bouddhisme, notamment les Staviras, très orthodoxes, et les Mahasanghikas, qui suivent un religieux du nom de Mahadeva, qui remettait en cause l'infaillibilité de l'Arhat. Donc, ce qui va se produire, a priori, ce n'est pas tant l'initiative de Ashoka lui-même que de la communauté et plus particulièrement d'un religieux, Moggalliputtatissa, qui aurait été un peu le directeur spirituel d'Ashoka, qui décide de réunir cette 3e récitation, en fait, c'est le terme qui est utilisé, pour d'une part à nouveau réexaminer le canon, pour la réfutation des opinions hérétiques. Donc il y a l'ébauche d'un texte, le Katavatu, qui est une réfutation des opinions hérétiques, et surtout pour envoyer 9 missions de 5 religieux pour le début de l'expansion du bouddhisme. Avec une mission qui aura un statut très particulier, c'est celle qui va au Sri Lanka, qui est menée par le vénérable Mahinda. Et un petit peu après, le vénérable Mahinda demandera la venue de sa sœur, la nonne Sangamita, qui permettra la création d'un ordre de religieuses au Sri Lanka et amènera également des reliques importantes, notamment une bouture de l'arbre de l'éveil, qui est, si j'ose dire, la mère de tous les arbres de l'éveil qui se trouvent au Sri Lanka d'après la tradition. Et finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi de ce concile dont découlera l'unification de cet immense royaume Alors, c'est pas tant ça qui explique l'expansion du royaume qui est antérieure en fait à ce début d'expansion du bouddhisme. Mais en tout cas, et c'est particulièrement marqué pour le Sri Lanka, il était prévu que pour quasiment toutes les missions, les religieux qui étaient partis reviennent ensuite dans leur établissement d'origine, sauf pour la mission au Sri Lanka, où tous les deux ont terminé leur carrière. Et en plus, cette mission au Sri Lanka était accompagnée par des princes de la famille Maurya. Et donc, il y a, outre l'expansion du bouddhisme, il y a aussi toute une influence culturelle, des relations diplomatiques plus étroites qui se sont créées entre l'Inde et le Sri Lanka à l'époque d'Ashoka. Merci infiniment, Véronique Crombé. Je vous en prie. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques livres que nous vous proposons, avec tout d'abord les inscriptions d'Ashoka aux éditions Les Belles Lettres, traduites et commentées par Jules Bloch. Les édits de l'empereur Ashoka de Paravaira Chandaratana aux éditions Aquarius. Et enfin, les rapports de l'Inde et de l'Occident, des origines au règne d'Ashoka de Bernard de Gives aux éditions Les Indes savantes. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très belle journée. Merci de votre fidélité.